Michael Bergstrand, Les plus belles mains de Delhi. 12 janvier 2010. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle coupe, ça te plaît? Je hoche la tête en souriant. Rien n'a jamais vraiment changé dans le salon de coiffure chez Sissi. Sissi est toujours la première à promouvoir le changement, même si elle en a une conception bien particulière. La dernière fois que je suis venue, il y avait un canapé blanc à côté d'un yucca. Aujourd'hui, c'est exactement le même canapé, mais il est devenu rouge, et le yucca est devenu un ficus. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que la blonde androgyne à coupe Jeanne d'Arc du poster derrière la caisse était une brune androgyne à coupe Jeanne d'Arc à l'époque. Et la couleur, t'en dis quoi? Moi, je trouve que ça redonne un tout nouvel éclat à tes cheveux. Derrière sa frange ultra raide, Sissi me regarde et attend ma réaction. Si je ne la connaissais pas, je lui dirais qu'elle me fait penser à une petite fille innocente et curieuse comme ça. Oui, tu as tout à fait raison, je réponds, tout en essayant de me souvenir de la couleur d'origine, qui ne devait pas avoir plus de 2 degrés de différence sur le spectre de gris. Tu as perdu du poids, non? Me demande Sissi. Oui, quelques kilos. Ça te va bien, ça te fait un visage plus masculin. Merci, je réponds, mais je me demande si ça veut dire qu'elle me voyait avant comme un gros mec efféminé. La première fois que j'ai poussé la porte du salon chez Sissi, rue Östergatan à Malmö, c'était il y a un peu plus de 11 ans. Mia, mon épouse à l'époque, avait insisté pour que je me modernise. J'étais ressortie une demi-heure plus tard, ma queue de cheval en moins. Tout à coup, toute mon identité était tombée sur le carrelage du salon. Ma queue de cheval, c'était un peu ma meilleure amie depuis le lycée. Le doudou que je tripotais quand j'étais stressée, que je portais à la bouche quand j'étais sûre que personne ne me regardait. Et voilà qu'une pipelette de coiffeuse avait réussi, je ne sais toujours pas comment, à me convaincre de couper mon petit cordon ombilical. Il m'avait fallu au moins une semaine pour m'en remettre. Mais Mia adorait ce look, et une fois le choc passé, je commençais à m'habituer à ma nouvelle coupe. Sissi m'avait laissé de la longueur derrière les oreilles. Maintenant, je ressemblais à tous les autres quadras de mon genre, à savoir ceux qui avaient fini par accepter qu'ils ne pouvaient décemment plus continuer à avoir l'air d'adolescents attardés, mais qui voulaient tout de même montrer qu'ils avaient gardé un petit quelque chose de rock'n'roll derrière leur bedaine naissante. Ceux qui avaient une profession dite artistique, et qui, quand ils devaient s'habiller classe, portaient un pull à col roulé avec une vieille veste en velours côtelé. On se ressemblait tous, en somme. Et pourtant, ce jour-là, je pensais que Sissi avait fait le geste le plus avant-gardiste du monde. Je sais aujourd'hui que ce n'est pas vrai, et que l'assassinat de ma queue de cheval n'était qu'une opération commanditée par Mia. Sissi me l'a avoué 4 mois et 17 jours après notre divorce, soit le 9 octobre 2000. Elle a prétendu s'en vouloir de ne pas me l'avoir dit plus tôt, mais je voyais bien qu'en fait ça l'amusait. Et pourtant, je ne l'ai jamais laissé repousser. J'ai continué à porter la même coupe de cheveux. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu plus gris et un peu moins denses, comme si les cheveux gris avançaient telle une armée qui gagnait du terrain sur les autres, faisant inexorablement reculer le front. J'espère que la défense sera capable de résister encore quelques années. Pour avoir, comme moi, les cheveux peignés en arrière, il vaut mieux qu'ils aient une racine solide. Pas question de les voir capituler. Est-ce que je coupe ça à peu près? Me demande Sissi en coinçant environ 10 centimètres de cheveux entre ses doigts. Ils ont vachement poussé depuis la dernière fois. Je vois bien qu'elle cherche à engager la conversation. Oui, d'accord, ça ira comme ça. Je tends le bras vers la pile de revues posée sur la petite étagère juste sous le miroir. Sous 3 magazines féminins, je réussis enfin à trouver un numéro du magazine masculin Slits. Mais lorsque j'arrive à un article qui explique comment réussir à mettre une féministe dans son lit, je me rends compte que je l'ai déjà lu. D'après l'article, il ne faudrait surtout pas se montrer d'accord avec la femme qui commence à déballer ses théories pseudo-révolutionnaires sur la société patriarcale et tout et tout. Au contraire, il faudrait grogner un peu et lui faire un sourire à la fois supérieur et ravageur. Mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas du tout à quoi un tel sourire pourrait ressembler. Je continue à parcourir la feuille de chou et je m'arrête 4 secondes sur la pin-up en double page centrale. C'est suffisamment long pour ne pas passer pour un prude, et suffisamment court pour ne pas avoir l'air d'un gros pervers. Eh mais voyez-vous ça, monsieur Gorenborg, vous avez des mains sublimes, vous vous êtes fait une manicure? Sissi me prend de court. Je sens l'hémoglobine me colorer les joues et me chauffer les oreilles comme du piment. La pluie de Malmö bat contre la vitre. Ça sent l'œuf pourri dans le salon de coiffure. L'odeur est certes légèrement recouverte par les parfums de shampoing et d'eau de toilette, mais elle est tout de même prégnante. Ça doit venir de tous ces produits chimiques. Je me souviens avoir senti cette même odeur un jour où Mia était rentrée avec les cheveux peroxydés. C'était exactement 7 mois et 6 jours avant que l'on se sépare. J'aurais dû voir alors les signes avant-coureurs. Parce qu'une femme de plus de 40 ans qui cherche tout à coup à ressembler à Marilyn Monroe, ça cache nécessairement quelque chose. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rencontré personne qui ait lu À la recherche du temps perdu en entier. Je me demande même si l'un de mes amis soi-disant littéraires est déjà allé plus loin que le plus célèbre passage du premier roman où le goût de la madeleine trempée dans le thé fait remonter le narrateur dans le temps. Démarrer un récit à partir d'un souvenir évoqué par un goût ou une odeur est devenu une des techniques narratives les plus fréquemment utilisées du siècle dernier. C'est pourtant celle que je vais utiliser. Pour nous projeter au moment où tout a commencé, en ce lundi de janvier gris et venteux, il y a exactement un an.